Lorsque la porte de la cave s'ouvrit, les policiers ressentirent immédiatement le choc de l'odeur, un mélange pesant d'humidité, d'ammoniac et d'air confiné. À l'intérieur, il faisait noir. La seule source de lumière restait les lampes sur leurs casques. Des murs de briques poussiéreux, des traces d'humidité, de la moisissure dans les coins. Tout indiquait que le local n'était pas utilisé pour des besoins ordinaires. Sur le sol gisait un vieux matelas. À côté, un seau en plastique dans lequel on distinguait les traces d'une utilisation prolongée. Des tuyaux rouillés pendèrent du plafond, desquels s'écoulaient de minces filets d'eau. Dans un coin brilla du métal. Quand ils dirigèrent la lampe, on put voir une chaîne fixée au mur. Les officiers avancèrent prudemment, et c'est alors que la lumière révéla une silhouette. Une personne était assise, appuyée contre le mur. Elle n'avait pas la force de se lever. Les mouvements étaient ralentis. À la lumière, les yeux se plissèrent, comme si elle ne l'avait pas vue depuis très longtemps. C'était une femme âgée, maigre, avec des signes évidents d'épuisement. Sa jambe était attachée par une chaîne, et la distance sur laquelle elle pouvait se déplacer se limitait à quelques mètres. Les policiers appelèrent immédiatement une brigade médicale, mais dès ces premières minutes, il devint clair. La découverte dans la cave n'était ni un hasard, ni une erreur. Ici, on avait retenu une personne pendant des années. À partir de ce moment, commença une enquête qui dévoilerait progressivement qui et pourquoi avait créé cette prison directement sous une maison d'habitation. Rua das Camélias est une courte rue sans issue à la périphérie d'Almada, située sur la rive sud du Tage. Il n'y a pas de route bruyante, ni de magasins. Les maisons sont serrées les unes contre les autres, mais chacune a son petit terrain, sa clôture, son jardin et son mode de vie habituel. Les gens vivent d'une côte à côte depuis des années, connaissent par leur nom non seulement les voisins, mais aussi leurs proches. C'est un endroit de ceux où la vie s'écoule de manière mesurée, et un regard étranger se remarque immédiatement. La maison, où plus tard la police ferait une découverte inattendue, ne se distinguait en rien des autres. Au contraire, elle était considérée comme l'une des mieux entretenues. Le crépi blanc de la façade était régulièrement renouvelé, le toit récemment refait, les fenêtres propres, la cour embellie. Aux portes, on pouvait toujours voir des fleurs fraîches, et le long de la clôture poussaient des camélias qui avaient donné leur nom à toute la rue. Mais la fierté particulière du propriétaire était la serre. Sous les parois transparentes et le toit fleurissaient des variétés rares d'orchidées dont il s'occupait avec un amour et une connaissance manifeste du sujet. Pour les voisins, Tiago, le propriétaire de la maison, était un homme à la réputation irréprochable. Il le décrivait de la même manière, calme, poli, sans conflit. Il participait rarement aux conversations de rue, ne s'attardait pas aux portes, mais saluait toujours, pouvait aider à porter un sac lourd ou prêter un outil. Plusieurs fois, il avait partagé avec des connaissances ses fleurs, offrant des orchidées coupées pour les fêtes, ou simplement comme ça. Dans leurs souvenirs, Tiago apparaissait comme un homme entièrement occupé par son jardin et sa maison, peu enclin à une vie bruyante. Quand on en venait à parler de sa mère, Maria, les voisins entendaient toujours la même histoire. Selon les dires de Tiago, sa santé s'était détériorée, et il avait été contraint de la placer dans une pension privée pour personnes âgées dans le nord du pays. Il disait qu'il lui rendait visite une fois par mois, lui apportait ses fleurs préférées, mais qu'à chaque fois, elle le reconnaissait de moins en moins. Cette version semblait plausible. Les voisins savaient que Maria avait effectivement eu des problèmes de santé. Les gens croyaient que Tiago avait agi correctement et avait tout fait pour assurer à sa mère des soins dignes. Ces récits suscitaient souvent de la compassion. L'un des voisins se rappellerait plus tard lors d'un interrogatoire. Nous voyons que c'était difficile pour lui, mais il ne se plaignait jamais. Au contraire, il parlait d'elle avec respect. Il semblait porter ce fardeau avec dignité. Une autre voisine ajoutait « Il avait l'air attentionné. Je pensais qu'il dépensait toutes ses forces pour soutenir sa mère et la maison. Il ne nous serait jamais venu à l'esprit que la réalité était tout autre. » Ainsi se formait l'image d'un homme consciencieux et modeste, dévoué à son devoir filial. Personne dans cette rue ne doutait que Tiago était un exemple à suivre. Sa vie semblait transparente. La maison, le jardin, les orchidées et les conversations constantes sur sa mère qui se trouvait sous surveillance médicale. C'est précisément cette discordance entre l'image extérieure et ce que la police vit finalement dans la cave qui devint l'énigme centrale. Comment un homme que l'on considérait comme un voisin exemplaire et un fils attentionné avait pu cacher chez lui ce qui bouleverserait la perception de tout le quartier. Ce paradoxe devint le point de départ de l'enquête ultérieure, où il faudrait analyser chaque détail de sa vie et vérifier chacune de ses paroles. Le 25 octobre 2020,
au commissariat local d'Almada arriva un appel qui sembla d'abord au responsable de permanence être une plainte ordinaire. La femme qui appelait ne se présenta pas. Sa voix sonnait doucement, parfois tremblante, comme si elle avait longtemps hésité avant de décrocher le téléphone. Elle ne parlait ni de vol, ni de bagarre. Elle prononça le mot « inquiétude ». Le responsable de permanence activa l'enregistrement de la conversation. Dans la transcription furent conservées ces paroles. « Dans notre rue vit un homme, Thiago. Tout le monde le connaît. Il s'occupe d'orchidées. Mais il avait une mère, Maria. Je ne l'ai pas vue depuis plus de 10 ans. Il dit qu'elle est dans une pension dans le nord. Mais cela semble étrange. Personne ne l'a vu lui rendre visite. Il raconte toujours la même chose, comme un texte appris par cœur. Dans sa voix, il n'y avait pas d'accusation, seulement des doutes. Elle souligna plusieurs fois « Je n'affirme rien. J'ai simplement l'impression que ce n'est pas normal. » Formellement, aucune déclaration de disparition n'avait été déposée. Dans le fichier de la police, il n'y avait pas de données sur Maria comme personne disparue. Les documents montraient qu'elle avait simplement cessé d'apparaître. L'agent de secteur qui avait vérifié l'adresse encore en 2012 avait alors obtenu de Thiago la même version sur la pension et n'avait constaté aucune violation. Mais l'appel de 2020 était différent. Un délai trop long, 11 ans. Des explications du fils trop uniformes et trop de petits détails qui pouvaient indiquer que l'histoire de la pension ne tenait que sur les paroles de Thiago lui-même. Pour la police, cela suffisait pour ouvrir une vérification. Selon la loi, tout signalement d'une menace possible pour la vie ou la santé d'une personne âgée nécessite un enregistrement. Ainsi, l'appel sans accusation se transforma en affaire officielle à laquelle on attribua un numéro. À partir de ce moment, les enquêteurs eurent l'obligation de vérifier non seulement la légende de la pension, mais aussi la maison elle-même sur la Rua das Camélias. Après l'enregistrement de l'appel, les responsables de permanence établirent un rapport et transmirent les documents au service s'occupant des affaires de menaces possibles pour la vie des citoyens âgés. Selon les instructions, de tels signalements ne nécessitent pas de déplacement immédiat sur place. On vérifie d'abord les données officielles. Première étape, les demandes aux services sociaux. Les enquêteurs envoyèrent une demande au Registre national des patients, où sont recensées toutes les personnes âgées, placées dans des pensions et maisons de retraite. Quelques jours plus tard, arriva le premier paquet de réponses. Sous le nom de Maria de Almeida, aucun enregistrement ne figurait. Ensuite, ils formalisèrent des vérifications supplémentaires. Des demandes furent envoyées aux établissements privés du nord du pays où, selon les dires de Thiago, sa mère aurait été placée. Les employés des pensions vérifièrent les archives, consultèrent les contrats des 10 dernières années. Le résultat fut le même. Ni par le nom, ni par la date de naissance, ni par l'adresse d'enregistrement, une telle femme ne figurait chez eux. Parallèlement, ils vérifièrent les flux financiers. Dans les affaires de transfert de personnes âgées vers des établissements fermés, on enregistre toujours des paiements, des quittances régulières, des virements pour les soins médicaux. Rien de tel ne fut trouvé, ni opération bancaire, ni même mention dans les documents comptables. Ces résultats mirent en doute toute l'histoire que Thiago racontait aux voisins. Si sa mère se trouvait vraiment dans une pension, des traces auraient été laissées par au moins des enregistrements minimaux. Mais la base de données se révéla vide. Les enquêteurs comprenaient qu'une coïncidence pouvait être une erreur. Mais quand les réponses négatives arrivèrent simultanément de plusieurs sources indépendantes, il devint clair, la légende de la pension n'avait aucune confirmation. Ainsi, la version qui avait été acceptée comme vérité pendant plus de 10 ans dans la Rua das Camélias s'effondra dès les premiers jours de vérification. Pour la police, ce fut la première preuve solide. L'appel anonyme, commencé avec le mot prudent « inquiétude », se transforma en fait enregistré, nécessitant des actions ultérieures. L'étape suivante était de découvrir où Maria était réellement passée, si elle n'existait dans aucune liste officielle. Lorsque la vérification de tous les établissements ne révéla pas la moindre trace de Maria, les enquêteurs acquirent une compréhension complète. L'histoire de la pension ne tenait exclusivement que sur les paroles de son fils. Aucun document, aucun virement de fonds, aucun enregistrement dans les archives médicales. Rien qui aurait pu confirmer que la femme âgée avait un jour quitté sa maison. Cela ouvrait pour la police une conclusion importante. S'il n'y avait pas eu de départ officiel, cela signifiait que le mensonge provenait de celui qui vivait près d'elle toutes ces années. Pour les enquêteurs, c'était un signal direct. Les voisins avaient entendu la même légende pendant plus de 10 ans, mais tous leurs souvenirs se réduisaient au récit de Thiago. Il parlait avec assurance, répétait les détails sur les visites, sur les fleurs qu'il apportait prétendument à sa mère.
Mais quand on tenta de vérifier cette information, elle s'effondra littéralement à la première étape. Maria ne figurait dans aucun établissement où, selon ses dires, elle avait été placée. De plus, pendant toutes ces années, elle n'avait signé aucun document. Dans les services fiscaux et sociaux, son nom n'apparaissait que dans les anciens enregistrements, jusqu'en 2009. Ensuite, les traces se coupaient. Pour l'enquête, une telle rupture semblait trop révélatrice. Une personne disparue des registres publics et étatiques laisse habituellement au moins une trace. Un enregistrement à l'hôpital, une visite chez le médecin, une nouvelle adresse d'enregistrement. Ici, c'était le vide complet. Et le seul qui pouvait expliquer ce vide, c'était le fils qui continuait à assurer tous les alentours du contraire. Dans le rapport établi pour obtenir un mandat, les employés de police décrivaient la situation de manière extrêmement sobre, mais même dans ces lignes se sentait la gravité de ce qui se passait. D'abord, ils fixaient la légende de Thiago sur la pension. Ensuite, ils indiquèrent que dans aucune région du pays, une telle femme ne figurait. Ils notèrent que les proches parents n'avaient pas communiqué avec elle pendant plus de 10 ans, et cette absence de contact s'expliquait exclusivement par les paroles de Thiago. Il était aussi indiqué qu'il n'avait jamais présenté ni photographie, ni quittance de paiement des soins, ni quelques petites confirmations quotidiennes qui accompagnent habituellement de telles histoires. Dans leur ensemble, tous ces faits transformaient le « voisin poli » en une personne qui pouvait consciemment cacher la vérité. Pour la police, c'était suffisant pour justifier la nécessité d'une perquisition. Le juge, après avoir étudié les documents, accepta les arguments de l'enquête et signa le mandat. Maintenant, les employés avaient le droit de vérifier chaque pièce de la maison sur la Rua das Camélias, y compris la cave sous la serre, dont l'accès était auparavant catégoriquement interdit par Thiago aux étrangers. Ainsi, l'homme que les voisins avaient si l'habitude de considérer comme un exemple de soin et d'honnêteté devint officiellement le principal suspect dans l'affaire. Son image de « jardinier tranquille » n'avait plus d'importance. Maintenant, il était considéré comme une personne qui avait caché pendant 10 ans aux alentours le secret le plus important de sa maison. Et ce statut fut fixé par une décision officielle du tribunal qui ouvrit la voie à la visite de la police dans sa propriété. Lorsque dans les documents de l'affaire apparut le premier témoin officiel, l'histoire prit une nouvelle ampleur. L'anonymat disparut. La police établit l'identité de la femme qui avait fait l'appel. C'était une voisine vivant dans la maison adjacente au terrain de Thiago. Elle fut convoquée pour un interrogatoire au commissariat. Et là, elle raconta pour la première fois tout ce qu'elle avait gardé pour elle pendant de longues années. Elle commença par le fait qu'au début des années 2010, elle avait remarqué une étrangeté. Dans sa chambre, la fenêtre donnait justement sur le côté où se trouvait la nouvelle serre de Thiago. Lors des nuits chaudes, elle aimait laisser la fenêtre entr'ouverte. Et un jour, après minuit, dans le silence, elle entendit un son qui l'inquiéta immédiatement. C'était un gémissement faible et prolongé. Il ne venait ni de la rue, ni de la maison du voisin, mais comme des profondeurs, à travers un tuyau sortant de sous la serre. D'abord, elle pensa que cela pouvait être un dysfonctionnement du système de chauffage du sol. Thiago disait lui-même qu'il avait là un équipement complexe, mais les semaines suivantes, ce son se répéta. Parfois il était faible, à peine perceptible, parfois un peu plus fort, et il sonnait toujours de la même manière, non pas comme un grincement mécanique ou le fonctionnement d'un moteur, mais d'une certaine façon humaine. La femme admit qu'elle essayait de se convaincre du contraire. Elle pensait qu'elle imaginait, que c'était un jeu de l'imagination, mais chaque fois qu'elle entendait à nouveau ces gémissements, le sentiment d'anxiété revenait. Elle demanda même une fois directement à Thiago ce que cela pouvait être. Celui-ci répondit calmement « C'est probablement de l'air coincé dans le système. Parfois, elle ronfle. » C'était dit avec assurance, et elle décida alors de mettre ses doutes de côté. Mais quelques mois plus tard, elle commença à remarquer un autre détail. Le soir, surtout vers minuit, Thiago sortait dans la cour avec un seau à la main. Elle le vit plusieurs fois descendre à la cave sous la serre, et quelque temps après, remonter avec le même seau, déjà plein. Il se déplaçait rapidement, ne regardait pas autour de lui et le faisait presque toujours dans l'obscurité, n'utilisant qu'une lampe de poche. Ensuite, il se dirigeait vers l'arrière du terrain où il avait une fosse à compost et y versait le contenu. La curiosité l'a pris un jour et elle, faisant semblant d'arroser ses plantes, demanda « Qu'est-ce que c'est cette habitude de sortir la terre la nuit ?» Thiago répondit sans hésitation « C'est de la terre qui s'est gâtée. Il y a des engrais, de la chimie, on ne peut pas la laisser près des orchidées. » Son ton était si banal qu'elle n'osa pas objecter. Et pourtant, ces épisodes se répétaient encore et encore. Les gémissements la nuit,
le seau de la cave, les allées nocturnes à la fosse à compost. La voisine se demandait de plus en plus souvent si ce n'était pas une coïncidence, surtout quand elle remarqua que Maria avait disparu de la vue. D'abord, elle pensa que la femme âgée se trouvait vraiment dans une pension. Mais les années passaient et personne, à part Tiago, ne parlait de ses visites. Personne ne voyait de photos. Personne n'entendait un mot de Maria elle-même. Lors de l'interrogatoire, la femme admit que ses doutes devinrent insupportables. Elle essaya de les partager avec son mari, mais il disait « Ne t'en mêle pas. Chacun ses affaires. Tu sais bien que Tiago est un homme bien. » Et cela ne faisait qu'intensifier son conflit intérieur. Elle avait peur de se tromper, peur de gâcher les relations dans la rue où tout le monde se connaît. Mais les années d'observation rendirent à sa certitude trop forte. Quant aux sons étranges et aux sorties nocturnes du seau s'ajouta la compréhension que personne n'avait vu Maria depuis plus de 10 ans. Elle se décida à appeler la police. Les enquêteurs fixèrent attentivement son témoignage. Pour eux, il était important non seulement le contenu, mais aussi l'intervalle temporel. Il ne s'agissait pas de soupçons d'une semaine ou d'un mois. La voisine décrivait des événements répétitifs qui continuèrent depuis des années. Cela signifiait qu'il s'agissait d'une situation qui durait presque tout le temps après la disparition de Maria. Du point de vue de l'enquête, ces paroles renforcèrent les soupçons de manière multiple. S'il s'était agi d'un incident unique, on aurait pu l'expliquer par une coïncidence. Mais ici on observait un système, des actions nocturnes répétitives, des sons stables, l'absence complète de la femme dans la vie du quartier. Tout cela formait un tableau qui parlait d'une situation longue et soigneusement cachée. Dans les documents de l'affaire, ce procès-verbal devint clé. Il montra qu'il ne s'agissait pas d'un épisode récent, ni d'une disparition soudaine. C'était une situation qui se prolongeait depuis de longues années. Et c'est précisément cela qui ouvrait la voie à l'étape suivante. La perquisition qui devait établir les points finaux dans la version de Tiago sur la vie de sa mère. Le 28 octobre 2020, tôt le matin, devant les portes de la maison sur la rue das Camélias, s'arrêtèrent des voitures de police. Dans les mains des employés se trouvait un mandat de perquisition. La cour semblait habituellement bien entretenue, des parterres de fleurs, une allée propre vers le perron, aux fenêtres de la lumière. Tout cela contrastait fortement avec la tension avec laquelle les officiers se préparaient à entrer. Ils s'attendaient à une résistance. Dans la pratique, de telles situations se passent rarement calmement. Les propriétaires s'enferment, discutent, gagnent du temps et cessent de cacher des preuves. Mais la rencontre avec Tiago suivit un scénario complètement différent. Il sortit lui-même, sans appel, comme s'il savait d'avance la visite. Dans ses mains, il n'y avait rien, seulement les clés de la maison qu'il gardait dans sa poche. Les policiers présentèrent le mandat, le lurent à voix haute. Habituellement, à ce moment commencent les objections, les cris, les disputes. Mais Tiago se comporta différemment. Il se tut. Quelques secondes, il regarda simplement les employés, puis se retourna et ouvrit la porte. Ni indignation, ni tentative de discuter. Dans le procès-verbal, il était noté « Le suspect n'a pas opposé de résistance ». À toutes les questions, il répondait brièvement. Le plus souvent, restait silencieux. La réaction principale était l'apathie. Quand on lui demanda où se trouvait sa mère, il prononça une seule phrase. « Vous ne comprenez pas, elle est malade ». Et il la répétait chaque fois qu'on s'adressait à lui. La police fixait chaque détail. Ses mains ne tremblaient pas. Les mouvements étaient mesurés. Il pensait qu'il n'allait ni se justifier, ni justifier ses actes. Dans son comportement, il n'y avait pas de panique, mais il n'y avait pas non plus de calme assuré. C'était plutôt une observation silencieuse de la façon dont s'effondrait un monde soigneusement construit. Il ne gênait pas la perquisition, mais n'aidait pas non plus. Aux demandes de montrer les clés des locaux auxiliaires, il répondait par un refus, et alors les employés forçaient eux-mêmes les serrures. Pour l'enquête, sa réaction devint une surprise. Les criminels pris au dépourvu se comportent habituellement autrement. Ils nient, se justifient, démontrent de l'agressivité. Ici, le tableau était différent. Devant eux se tenait un homme qui semblait ne rien vouloir cacher, mais n'exprimait pas non plus le désir d'expliquer quoi que ce soit. Il répétait simplement « Elle est malade », comme si cela pouvait justifier tout ce qui se trouvait dans la maison. Ainsi, la police obtint encore une confirmation. Ce n'était ni une crise ni un hasard. Devant eux se trouvait un homme qui, pendant de longues années, avait construit sa vie autour d'un seul secret, et maintenant, quand il était découvert, il ne résistait pas. Il regardait comment s'effondrait sa légende et semblait préparé d'avance à ce moment. Il ne restait aux enquêteurs qu'à vérifier la cave et à fixer ce qui se cachait derrière la porte.
la vérification financière devint pour l'enquête un instrument clé. Pendant que les voisins partageaient leurs souvenirs et racontaient comment ils croyaient à l'histoire de Thiago sur la pension, les enquêteurs ouvrirent les archives des transactions notariales. Là fut découvert un document qui changeait complètement le tableau de l'affaire. En septembre 2010 fut réalisée une grande opération. L'appartement appartenant à Maria fut vendu. Ce logement se trouvait dans la partie centrale de Lisbonne, dans un immeuble d'avant-guerre où les prix de l'immobilier étaient parmi les plus élevés de la ville. Un appartement de 3 pièces, avec de hauts plafonds et un vieux parquet valait alors plus de 200 000 €. C'était une somme égale au prix de plusieurs maisons de campagne ou à 10 ans de séjour dans une pension privée coûteuse. Les documents de la transaction soulevèrent immédiatement des questions. Y figurait une procuration donnée à Thiago par sa mère. Selon le texte, elle lui transmettait le droit d'effectuer toutes les transactions en son nom, y compris la vente d'immobilier. À première vue, tout semblait formellement correct. Signature, certification notariale, cachet. Mais les experts, après avoir étudié l'écriture, indiquèrent des discordances évidentes. La signature de Maria dans le document différait de ces échantillons qui étaient conservés dans les dossiers médicaux et les documents officiels jusqu'en 2009. Les lignes étaient tremblantes, l'inclinaison des lettres ne correspondait pas, et à certains endroits, les traits semblaient faits par une personne essayant de reproduire l'écriture d'autrui. L'expertise graphologique confirma plus tard, la signature dans la procuration n'appartenait pas à Maria elle-même. Quand l'attention se tourna vers les documents bancaires, la situation se clarifia définitivement. Les fonds de la vente arrivèrent non pas sur le compte de Maria, mais directement sur le compte de Thiago. C'était fixé dans les relevés. Fin septembre 2010, toute la somme de la transaction fut transférée sur son compte personnel. Quelques jours plus tard, une partie de cet argent fut retirée en espèces. Le reste commença progressivement à partir en gros achats. Les enquêteurs s'attendaient à trouver des virements réguliers à l'adresse de pension, des factures pour services médicaux, des contrats avec des cliniques privées. Mais rien de tel ne se trouvait dans les relevés. Au lieu de cela, ils virent des dépenses tout à fait différentes. En octobre et novembre 2010 apparurent plusieurs gros paiements à des entreprises de construction. Une partie de la somme partit dans un réseau de magasins spécialisés dans les systèmes de chauffage et de ventilation. Encore quelques transactions étaient liées à des firmes vendant du matériel de jardinage. Et plus tard commencèrent à être fixés des achats de plantes rares. Parmi eux, des orchidées de collection pour lesquelles les collectionneurs étaient prêts à payer des milliers d'euros pour un seul exemplaire. Quand ces documents furent bien rapprochés de ce que voyaient les voisins, l'image se forma. C'est précisément à cette époque que dans la cour de la maison sur la Rua das Camélias apparut une nouvelle construction, une grande serre avec un toit transparent. Les voisins se rappelaient que les travaux avançaient activement. Thiago travaillait lui-même, mais engageait aussi des ouvriers. Il disait que c'était un projet dont sa mère était fière, qu'elle avait toujours rêvé d'une telle serre. Les gens y croyaient, car il répétait cette histoire avec assurance. Mais maintenant l'enquête savait, la construction était menée avec l'argent qui lui appartenait, mais qui avait été détourné par le fils à travers de faux documents. Les analystes bancaires suivirent en détail chaque transaction. Par les sommes et les dates, on pouvait reconstituer la chronologie, vente de l'appartement, virement de fonds, construction, achat de systèmes, achat de plantes. Toutes ces dépenses coïncidaient avec ce qui apparut réellement sur le terrain. Et surtout, pas un euro ne partit pour les soins médicaux, le traitement ou le paiement d'une pension. Ainsi, la vérification financière montra pour la première fois le mobile. Ce n'était pas un acte émotionnel, ni une crise, ni le désespoir d'un homme s'occupant d'un proche malade. Devant l'enquête s'ouvrit un schéma. L'isolement de la mère permit d'obtenir le contrôle de ses biens, la falsification de documents ouvrit l'accès à la vente, et l'argent fut dirigé vers les projets personnels du fils. Sa passion pour les orchidées et le désir de construire une serre coûtèrent à Maria tout ce qu'elle possédait. Les faits parlaient d'eux-mêmes. La légende de la pension s'effondrait. À sa place transparaissait la logique froide de la cupidité. Lorsque l'enquête obtint les premiers résultats de la vérification financière, surgit la question principale. Sur quelle base le fils avait-il obtenu le droit de disposer de l'appartement de sa mère? Juridiquement, de telles transactions sont impossibles sans procuration. Dans l'affaire se trouva effectivement un papier établi en 2009 où, au nom de Maria, il était confirmé qu'elle transmettait à Thiago le droit de vendre son immobilier. À première vue, le document semblait impeccable. Cachet notarial, date, signature.
Mais les enquêteurs comprenaient parfaitement qu'à cette période, Maria avait déjà des signes de détérioration de la mémoire et des fonctions cognitives. La question se posait, pouvait-elle seulement à ce moment apposer une signature et en comprendre le sens? Pour obtenir une réponse, le document fut saisi et envoyé pour expertise. La vérification graphologique passe toujours par une procédure stricte. Les experts demandèrent tous les échantillons possibles de signatures de Maria pour différentes années. Pour cela, les enquêteurs s'adressèrent au service fiscal, aux établissements médicaux, aux archives de la banque où elle était cliente. À la disposition des spécialistes arrivèrent plusieurs dizaines de documents, d'anciens contrats bancaires, des ordonnances de médicaments avec sa signature, des formulaires officiels, remplis encore au début des années 2000. L'analyse comparative montra une dynamique claire. Les signatures de Maria jusqu'en 2008 étaient assurées, avec une inclinaison caractéristique à droite et un dessin identique des lettres. Même quand commencèrent ses problèmes de santé, l'écriture restait reconnaissable. Dans la procuration litigieuse datée de l'automne 2009, la signature semblait complètement différente. Les lignes étaient inégales, les mouvements comme copiés de mémoire. Certaines lettres manquaient des éléments habituels de son écriture. L'expert nota qu'au lieu d'un mouvement vivant du stylo, on voyait une tentative artificielle de reproduire l'écriture d'autrui. C'est un signe classique de falsification. La conclusion des graphologues fut sans équivoque et fixée dans le rapport. La signature dans la procuration n'appartient pas à Maria. Cela signifiait que la base juridique pour la vente de l'appartement était absente. En fait, la transaction fut établie sur de faux documents. Pour l'enquête, cela avait une importance colossale. Maintenant, il ne s'agissait plus simplement du fait que le fils avait caché sa mère aux voisins. Les documents montrèrent que ses intentions surgirent bien avant. Il comprenait qu'il perdrait bientôt l'accès à ses biens et créa d'avance un faux document pour s'emparer de l'appartement. Cela ne ressemblait pas à une improvisation ou à une crise émotionnelle. C'était un plan préparé qui commença à se réaliser encore quand Maria menait une vie ordinaire. Ainsi, l'expertise transforma les suppositions en faits prouvés. Devant l'enquête s'ouvrit un nouveau niveau du tableau. Il s'agissait non seulement de la dissimulation de la mère dans la cave, mais aussi d'un schéma d'escroquerie de sang-froid pour lequel fut falsifiée une signature et vendu le seul bien de valeur. Et c'est précisément cela qui ouvrait la voie à l'étape suivante de l'enquête. La perquisition complète de la maison et la fixation des conditions réelles dans lesquelles Maria se trouvait toutes ces années. Lorsque les preuves contre Thiago devinrent solides et se confirmèrent l'une après l'autre par les conclusions d'experts, il finit par parler, non personnellement, mais par l'intermédiaire de son avocat. Jusqu'à ce moment, sa stratégie se construisait sur le silence. Il répondait brièvement, évitait les questions et se limitait à la phrase « Elle est malade ». Mais quand l'enquête présenta les documents sur la falsification de signatures et le mouvement de l'argent, la défense fut obligée de proposer sa propre version des événements. L'avocat à la première audience déclara que toute la situation n'était pas un crime planifié d'avance. Selon ses dires, il s'agissait d'un drame familial difficile. Dans la ligne défensive, on affirmait que Maria avait vraiment des problèmes de santé. Son comportement devenait progressivement imprévisible et agressif. Le fils, resté seul face à son état, n'aurait prétendument pas trouvé d'issue. Il ne voulait pas placer sa mère dans un établissement public, craignait qu'on ne s'occupe pas convenablement d'elle là-bas, et il n'avait pas les moyens pour une pension privée. Dans son interprétation, la situation se développa comme une mesure forcée. Il aurait prétendument essayé de s'en sortir par ses propres forces, organisa les soins à domicile, mais avec le temps, les circonstances lui échappèrent. La défense construisait un accent émotionnel sur le fait que Thiago était devenu un homme brisé. On le présentait non pas comme un calculateur froid, mais comme un fils qui essayait de faire mieux, mais finit par devenir lui-même victime d'un lourd fardeau. L'avocat soulignait « Il commit des erreurs, mais agissait prétendument par souci, non par cupidité ». La cave dans laquelle Maria passa de longues années était décrite par eux non pas comme un lieu de détention, mais comme une sorte de refuge où elle se trouvait sous contrôle et où il pouvait surveiller son état. Une telle ligne de défense est souvent utilisée quand les preuves directes de conditions difficiles sont déjà impossibles à contester. On mise sur l'éveil de la compassion auprès du tribunal et des jurés. La défense citait même des conclusions médicales sur la démence, affirmant que Thiago craignait pour la vie de sa mère et croyait sincèrement que la garder à la maison était la meilleure option. Ils essayèrent de faire passer la conversation du plan juridique au plan émotionnel, non pas d'un crime, mais d'un malheur.
Mais contre cette version se dressaient les documents. Et c'est précisément eux qui brisaient le tableau construit par les avocats. La falsification de la procuration pour la vente de l'appartement fut commise à un moment où Maria communiquait encore avec les voisins et contrôlait au moins partiellement sa vie. Les experts montrèrent que la signature sur la procuration fut exécutée par une autre main. Ce n'était pas la conséquence de la maladie ou de son refus de signer des documents. C'était une falsification consciente. L'analyse financière ne faisait que renforcer les conclusions. L'argent de la vente de l'appartement partit dans son intégralité pour les besoins de Thiago lui-même. Dans les relevés bancaires, ne fut découvert aucun virement pour le paiement de soins médicaux, aucune transaction à l'adresse d'une pension. Au lieu de cela, les fonds se répartissaient entre entreprises de construction, magasins d'équipements et fournisseurs de plantes rares. Les dépenses coïncidèrent dans le temps avec la construction de la serre dans la cour, et cela ne laissait déjà plus de doute. L'objectif principal n'était pas d'assurer les soins, mais d'obtenir l'accès à l'argent et de l'investir dans son propre hobby. Les enquêteurs dans leur rapport notaient la version selon laquelle le fils n'a pas géré les circonstances, ne résiste pas au choc des faits. On ne peut parler de soins quand derrière se dressent des documents falsifiés, quand on dispose des biens sans l'accord du propriétaire et quand la dissimulation de plusieurs années devient un moyen d'assurer une vie confortable. Pour le tribunal, cela avait une importance décisive. Juridiquement, la défense essayait de présenter le crime comme une accumulation tragique de circonstances, mais les faits montraient autre chose. Tout indiquait un plan de sang-froid et séquentiel. D'abord, l'élimination de la mère de la disposition des biens, puis l'établissement d'une fausse procuration, la vente de l'appartement, l'utilisation des fonds à des fins personnelles, et parallèlement la création d'une légende sur la pension. Ainsi, la tentative de l'avocat de transformer Thiago en un fils fatigué, ayant perdu le contrôle, se révéla inconsistante. La ligne de défense se brisait contre les documents et les conclusions d'experts, et plus l'enquête s'approfondissait, plus il devenait clair, devant eux n'était pas un drame familial accidentel, mais un schéma séquentiel dont la base était un mobile cupide. Pour comprendre de quelle manière un homme que les voisins décrivaient comme un jardinier tranquille et poli avait pu cacher un secret si lourd, les enquêteurs se tournèrent vers son passé. Le tableau qui s'ouvrit détruisait l'image du « fils attentionné ». Avant qu'il ne devienne le seul tuteur de sa mère, la vie de Thiago était tout autre. Des archives, il ressortit qu'en 2009, il avait déjà de sérieuses difficultés financières. Au début des années 2000, Thiago essaya d'ouvrir une petite firme d'aménagement paysager. Au départ, l'affaire semblait prometteuse. Quelques commandes des maisons voisines, du travail avec des terrains privés. Mais il devint rapidement clair qu'il manquait d'expérience en gestion et de clients stables. Au bout de 2 ans, la firme ferma avec des dettes. Les factures restantes devaient être payées par lui-même, et Thiago s'enfonça progressivement dans les crédits. À cela s'ajoutèrent des problèmes avec les jeux de hasard. Dans ses relevés bancaires de ces années, restèrent des transactions vers plusieurs plateformes en ligne de Paris. Là étaient fixées des sommes régulières, mais petites, mais ensemble elles formèrent des dépenses notables. Les proches racontèrent plus tard qu'il se plaignait souvent du manque d'argent et cherchait un moyen rapide d'arranger ses affaires. Dans la famille, on commençait déjà à discuter qu'il ne savait pas tenir debout, bien qu'extérieurement il continuait d'être ce voisin tranquille qui aime les fleurs. Les témoignages d'une cousine eurent une importance significative. Elle dit qu'encore, en 2008, quand chez Maria apparurent les premiers signes de détérioration de la santé, Thiago commença à se plaindre plus souvent qu'avant. Il disait que sa mère l'empêchait de construire sa propre vie, qu'il fallait tout le temps rester à la maison, que ses biens restaient sans usage. Ces mots n'étaient alors pas pris au sérieux, mais ils restèrent dans sa mémoire et devinrent plus tard partie des documents de l'affaire. Un autre proche, lors d'un interrogatoire, nota que Thiago ne manifestait jamais de proximité particulière avec sa mère. Ses relations avec elle étaient plutôt formelles, aide au ménage, dépenses communes, mais sans chaleur. Quand elle commença à perdre son autonomie, il voyait en cela un problème plutôt qu'un soutien. Et déjà alors, selon les dires des proches, apparurent chez lui des idées sur la façon dont on pouvait utiliser son état dans ses propres intérêts. L'enquête établit, c'est précisément à cette période qu'il commença à chercher activement une sortie de ses dettes. Apparurent les premiers documents sur des tentatives d'établir des crédits sous garantie des biens de sa mère. Les banques refusaient à cause de son âge et de son état de santé, mais le simple fait de ces demandes montra qu'il cherchait des moyens d'utiliser sa propriété bien avant que sa vie ne se déplace dans la cave. En résultat, se dessinait une logique claire.
Pour les voisins, il ressemblait à un jardinier modeste et bon, mais en réalité, il avait la réputation d'un homme avec des problèmes dans les affaires, des dettes et des plaintes constantes sur le manque de moyens. Quand chez sa mère furent diagnostiqués des troubles cognitifs, il ne vit pas en cela une tragédie familiale. Pour lui, ce devint une possibilité. Une possibilité de se débarrasser des dettes et d'obtenir l'accès à ces biens qu'il ne pouvait utiliser tant qu'elle restait propriétaire à part entière. Ce contraste forma finalement son portrait pour l'enquête et le tribunal. De l'extérieur, un voisin poli et accueillant que tous considéraient comme un exemple de dévouement. De l'intérieur, un homme avec une histoire d'échecs, de dettes et une disposition à transformer la maladie d'un proche en chance de résoudre ses propres problèmes. Et c'est précisément ce passé qui expliquait pourquoi il s'avéra capable de franchir un pas qui, pour les alentours, semblait impossible. Lorsque les documents rassemblés formèrent une affaire unique, vint le temps de l'interrogatoire final. Les enquêteurs comprenaient, ils avaient en main une chaîne de preuves qui se construisait sans lacune. Et maintenant, il fallait les présenter face à face avec le suspect. De tels interrogatoires se construisent rarement sur la pression émotionnelle. Leur force est ailleurs, dans la méthode, dans le fait que chaque détail est appuyé par un document, une expertise ou un témoignage. Thiago fut assis à une table dans la salle d'interrogatoire. Devant lui se trouvait un dossier de papier. L'enquêteur l'ouvrit et commença à poser des questions. Formellement, c'étaient de courtes répliques, mais chacune d'elles était appuyée par un fait. Le premier coup fut le plus évident. Vous disiez aux voisins que votre mère vivait depuis 10 ans dans une pension. Nous avons vérifié tous les établissements du pays. Son nom n'y figure pas. Aucune visite, aucun paiement. Comment expliquer cela? Thiago se tut. L'étape suivante. Voici la procuration que vous avez utilisée pour la vente de l'appartement. Les experts ont confirmé, la signature est fausse. Ce n'est pas son écriture. Vous avez vous-même falsifié le document pour obtenir le droit de vendre le logement. Sur le visage de Thiago, il n'y avait pas d'expression. Il baissa simplement le regard sur la table. Ensuite, les relevés bancaires. En septembre 2010, vous avez reçu 200 000 € de la vente de l'appartement. Où est cet argent? Nous voyons tous vos virements. Aucun paiement de pension, aucune dépense pour la médecine. En revanche, voici des matériaux de construction, de l'équipement pour la serre, des plantes rares. Tous les fonds sont partis pour votre jardin. L'enquêteur n'élevait pas la voix. Chaque mot sonnait comme une constatation sèche d'un fait. Et vous disiez que vous vous occupiez de votre mère. Mais quand nous sommes entrés dans la cave, nous avons vu les conditions dans lesquelles elle vivait. Un matelas sale, un seau, une chaîne au mur. Ce n'est pas du soin, c'est de l'isolement. Habituellement, à cette étape, les suspects commencent à se justifier, essaient d'expliquer au moins une partie. Mais Thiago ne dit pas un mot. Sa seule réaction fut une respiration lourde et de longues pauses. Dans le procès verbal, il est noté, le suspect gardait le silence, ne répondait pas aux questions. Plusieurs fois prononça la phrase « Elle était malade », après quoi il se ferma définitivement. Cet interrogatoire ne donna pas d'aveu, mais il n'y en avait pas besoin. Pour l'enquête, le plus important était la fixation. L'accusé acculé, mais incapable de réfuter un seul fait. Chaque preuve présentée ce jour-là restait sans réponse. Le silence devint sa défaite. Maintenant, la police avait tout pour transmettre l'affaire au tribunal. Expertise, documents financiers, témoignages de témoins et confirmation des conditions dans lesquelles vivait Maria. Tout cela formait un récit entier et non contradictoire sur la façon dont pendant 11 ans, un homme extérieurement prospère construisait une double vie, se couvrant de la façade du jardinier et du voisin, mais à l'intérieur de la maison, créant une prison personnelle. Lorsque les interrogatoires furent terminés et les principales preuves rassemblées, le procureur n'eut plus de doute. L'affaire pouvait être transmise au tribunal. Mais les employés expérimentés comprenaient que plus on trouverait de détails à l'étape de l'enquête, moins la défense aurait de chances de construire des doutes. C'est pourquoi fut prise la décision d'une perquisition répétée. Cette fois, on décida de concentrer l'attention non pas sur la cave, mais sur le garage, où jusqu'alors on n'avait regardé que rapidement. Il semblait qu'il n'y avait rien d'important là-bas, des débris ordinaires, des outils, des restes de matériaux de construction. Mais le procureur insista, chaque pièce devait être vérifiée dans les moindres détails. Les criminologues commencèrent le travail. Dans le garage se trouvaient de vieux rayonnages encombrés de cartons et de pots de peinture. Dans un coin, des sacs de terre et d'engrais. L'atmosphère était habituelle pour tout local de ménage. Poussière, toiles d'araignée, odeur d'essence et de rouille. Les enquêteurs avançaient méthodiquement, triant carton après carton, photographiant chaque trouvaille et l'inscrivant au procès verbal. À première vue,
Tout semblait routinier, de vieux chiffons, des outils, des clous, des emballages de lampes pour la serre. Un des jeunes enquêteurs, en triant un tas de vieilles choses, tomba sur un petit carton très froissé. Il ressemblait à un emballage vide d'un produit ménager. Il allait déjà le mettre de côté avec les autres déchets, mais l'enquêteur principal l'arrêta. Dans de telles affaires, chaque détail peut se révéler être une clé. Le carton fut ouvert. Sur lui étaient conservées les inscriptions du fabricant. C'était l'emballage d'un cadenas. La marque et le modèle étaient clairement visibles. Les employés vérifièrent immédiatement avec ce qui se trouvait dans la cave. La chaîne retenant Maria était fixée sur un cadenas métallique massif. La comparaison prit quelques secondes. Le modèle correspondait parfaitement. Pour l'enquête, ce fut la découverte la plus importante. Elle prouvait que Thiago n'avait pas utilisé un vieux cadenas trouvé par hasard dans la maison. Il était spécialement allé dans un magasin et en avait acheté un nouveau. L'emballage conservé montrait que cette décision fut préparée d'avance. Dans les documents de l'affaire, cette trouvaille reçut un statut particulier. Elle transformait la version de la défense sur l'isolement non prémédité en paroles vides. Tout semblait différent. Un homme acheta d'avance un cadenas, l'installa dans la cave et fixa la chaîne. Ce n'était ni une crise, ni une décision spontanée, mais un pas planifié. La perquisition dans le garage donna à l'enquête cette preuve même qui élimina définitivement les derniers doutes. Maintenant, l'affaire ne ressemblait pas à une tragédie familiale, mais à un crime soigneusement préparé où chaque détail, de la fausse signature au cadenas acheté, formait un schéma unique. Au moment où l'enquête approcha de la finale, formellement dans cet interrogatoire, il n'y avait pas de nécessité. Les preuves étaient rassemblées, documents sur la vente de l'appartement, conclusions d'experts, relevés bancaires, témoignages de témoins, découverte de l'emballage du cadenas. Tout cela construisait un tableau qu'il était impossible de contester. Mais les enquêteurs gardaient un objectif, fixer l'état psychologique de Thiago dans une situation où il ne lui restait plus d'espace de manœuvre. Le dernier interrogatoire n'était pas sur les faits, il était sur la façon dont il apparaîtrait devant le tribunal, reconnaissant sa faute ou niant jusqu'au bout l'évidence. Cette fois, la salle semblait différente. Sur la table ne se trouvait pas de dossier de papier, pas d'imprimé ni de preuves. Devant Thiago fut posée une seule photographie. C'était un cliché pris le jour où Maria fut sortie de la cave. Sur la photo, elle est assise, soutenue par des médecins, le visage émacié, le regard plissé par la lumière à laquelle elle s'était manifestement déshabituée. Ce cliché n'avait pas été choisi par hasard. Il incarnait toute l'affaire mieux que n'importe quel document. L'enquêteur commença à parler d'une voix calme et égale. Aucune pression, aucun cri. D'abord, il posa des questions sur le passé. Il demanda si Thiago se rappelait comment sa mère l'avait aidé dans l'enfance, comment elle tenait le ménage, comment elle soutenait ses premières passions. Celui-ci ne répondit pas. Ensuite, suivit une question sur les fleurs. Avait-il dit à sa mère qu'il voulait consacrer sa vie aux orchidées, qu'il allait construire une serre? Cela lui faisait-il plaisir de l'entendre? En était-elle fière? Thiago se taisait, mais son regard revenait tout le temps à la photographie. Il semblait ne pas pouvoir se détacher du visage où se lisait tout, fatigue, faiblesse et soulagement à la fois. L'avocat interrompit plusieurs fois l'enquêteur, rappelant que son client avait le droit de ne pas répondre aux questions. Mais le ton même de l'interrogatoire ne violait aucune règle. L'enquêteur n'exigeait pas d'aveu, il posait simplement des questions simples, faisant à chaque fois des pauses, laissant place à la réponse. Le silence durait plus longtemps qu'habituellement. Parfois, Thiago détournait le regard du cliché vers ses mains, baissait à nouveau les yeux et regardait à nouveau la photographie. La question finale fut posée de manière extrêmement simple. L'enquêteur dit « Vous vous êtes consacré aux fleurs, vous avez construit une serre, vous y avez investi tout ce que vous avez obtenu. Pourquoi tout cela fut-il fait ?» Dans la salle s'installa une longue pause. Elle était tellement palpable que chaque son semblait plus fort. Le coup de crayon sur la table, la respiration des personnes assises à côté, même le grincement d'une chaise. Personne ne le pressait. Thiago resta longtemps immobile. Il semblait qu'il ne parlerait pas du tout. Mais ensuite, sans détacher les yeux de la photographie, il prononça d'une voix basse. « Elle n'a jamais aimé mes fleurs. » Cette phrase entra dans le procès-verbal. Formellement, elle ne contenait pas d'aveu direct. Mais pour les enquêteurs et les procureurs, sa signification était évidente. Dans ces mots se révéla ce que les documents ne pouvaient montrer, le vrai mobile. Non pas simplement l'argent, non seulement le contrôle des biens, mais une profonde rancune personnelle et le désir de prouver à sa mère que sa passion méritait reconnaissance. Il voulait que sa passion pour les orchidées ait du poids. Et quand cela ne se produisit pas,
il transforma sa maladie en possibilité, la possibilité de se débarrasser du contrôle et de devenir le seul maître de la maison, des biens et de sa collection de plantes. Après cette phrase, il se tut définitivement. Toutes les tentatives de poser de nouvelles questions se heurtèrent à un silence sourd. Son avocat ferma le dossier et ne lui permit plus même de regarder vers les enquêteurs. L'interrogatoire fut terminé. Pour le procès verbal, cela restait seulement une réplique émotionnelle, n'ayant pas de force juridique. Mais pour toute l'enquête, ce fut le point final. Le tribunal avait assez de preuves pour prononcer un jugement. Et cette courte phrase presque accidentelle montra qu'à la base de toute l'histoire se trouvait non pas le soin, ni la maladie, ni une erreur tragique. À sa base se trouvait un homme qui croyait que le monde devait reconnaître la valeur de sa passion. Et pour cela, il était prêt à sacrifier tout le reste. Lorsque les preuves furent rassemblées et les expertises terminées, l'enquête reconstitua le tableau complet de la façon dont se développèrent les événements. Dans cette reconstitution, il n'y avait pas de place pour les suppositions ou les émotions. Tout se construisait sur des documents, des témoignages et des preuves matérielles. Le point de départ fut mai 2008, quand chez Maria furent officiellement diagnostiqués les premiers signes de troubles cognitifs. À partir de ce moment, son fils obtint le statut juridique de tuteur. C'est alors qu'il se trouva pour la première fois dans la position d'un homme qui pouvait prendre des décisions pour elle. Selon l'opinion de l'enquête, c'est précisément alors que germa chez lui l'idée d'utiliser sa dépendance dans ses intérêts personnels. À l'automne 2009 fut établie une procuration prétendument signée par Maria. Les experts prouvèrent que la signature était fausse. Ce fut le premier pas concret. Le document permettait de disposer de ses biens sans sa participation. À cette même période, les voisins notèrent que la femme sortait de moins en moins de la maison, et à la fin de l'année, elle cessa d'apparaître complètement. Ensuite, les événements se développèrent de manière séquentielle. Dans la cave de la maison fut installé un cadenas et fixé une chaîne. Ce détail fut prouvé par la découverte de l'emballage dans le garage. Le modèle correspondait parfaitement à ce qui la retenait en bas. Cela signifiait que l'isolement n'était pas une improvisation, mais préparé d'avance. Au début de 2010, Tiago vendit l'appartement à Lisbonne qui appartenait à sa mère. La transaction rapporta plus de 200 000 €. L'argent arriva sur son compte personnel. Les experts financiers montrèrent qu'aucun paiement pour soins médicaux ne suivit. Au lieu de cela, les fonds partirent pour la construction de la serre, l'achat d'équipements et de plantes rares. Les années suivantes devinrent une période de tromperie. Pour les voisins, ils racontaient toujours la même histoire sur la pension. Ils disaient qu'il rendait visite à sa mère, qu'elle le reconnaissait de moins en moins. Cela sonnait de manière convaincante, car la maladie pouvait vraiment expliquer l'absence de contact. Mais en réalité, la femme restait tout ce temps dans la cave. La chronologie du crime s'étala sur 11 ans. Le diagnostic de la mère, la falsification de la procuration, l'installation du cadenas, la vente de l'appartement, la légende de la pension, des années de silence et de mensonges. Tout cela montra qu'il ne s'agissait pas d'une crise ou d'une décision instantanée. Devant le tribunal, il fallait examiner des actions méthodiques, étalées dans le temps et dirigées vers un seul but: obtenir le contrôle complet des biens et de la vie d'un proche. Cette reconstitution devint la base de l'acte d'accusation. L'étape suivante était le procès, où tout ce tableau devait résonner déjà en présence des jurés et de l'accusé lui-même. Le procès se déroula au tribunal de district de Lisbonne. La salle était remplie de journalistes, de voisins, de proches et de représentants du parquet. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs rassemblèrent des preuves et maintenant elles étaient venues présentées dans leur intégralité devant les juges et les jurés. L'accusation construisit son discours sur une stricte séquence de faits. Le procureur lut la chronologie qui ne laissait pas de doute: falsification de procuration, vente illégale de l'appartement, virement de l'argent sur un compte personnel, utilisation des fonds pour la construction de la serre et l'achat de plantes rares. À cela s'ajoutaient les preuves clés: l'emballage du cadenas, les témoignages des voisins sur les sons étranges la nuit, les conclusions médicales sur l'état de Maria. Dans leur ensemble, ces faits formaient le tableau d'action consciente et de plusieurs années. L'accusation principale sonnait ainsi: privation illégale de liberté avec circonstances aggravantes, escroquerie de grande ampleur et falsification de documents officiels. Le procureur souligna qu'il ne s'agissait pas d'un crime unique, mais d'un schéma prolongé qui continua 11 ans. La défense insistait sur le contraire. L'avocat affirmait que les actions de Tiago étaient la conséquence d'une lourde crise psychologique. Il présentait l'accusé comme un homme qui n'avait pas géré le fardeau des soins pour sa mère.
Les arguments se construisaient sur le fait que son client ne réalisait pas l'ampleur de ses actes, et tout ce qui se passait n'était pas un plan, mais une accumulation tragique de circonstances. Le tribunal écouta les deux parties, mais ce qui devint clé fut que les expertises et les documents parlaient de préparation, la procuration falsifiée, la vente de l'appartement et l'achat d'un nouveau cadenas ne pouvaient être la conséquence du hasard. C'était pas réfléchi. Dans le jugement, le tribunal indiqua « Les arguments de la défense ne trouvent-ils pas de confirmation. L'accusé est reconnu coupable selon tous les articles présentés. La décision du tribunal, 25 ans de privation de liberté en régime strict. Pour les habitants de la tranquille Rua das Camélias, ce jugement devint le point final. L'homme qu'ils connaissaient depuis de longues années, comme le voisin poli et jardinier, se révéla coupable d'un crime qui dura plus de 10 ans et se déroula littéralement derrière leur clôture. Après le jugement, l'attention publique se tourna vers le destin de Maria. La femme fut immédiatement après sa libération de la cave placée dans une clinique où les médecins commencèrent le processus de rétablissement. Pendant les années passées dans un local humide sans lumière, son organisme se trouva dans un état critique. Les médecins fixaient un fort épuisement, une déficience en vitamines, une atrophie musculaire et une perte presque complète de la vue à cause du long séjour dans l'obscurité. Rétablir la santé physique ne réussit que partiellement. Avec l'aide de spécialistes, elle put à nouveau marcher, mais lentement, avec un soutien extérieur. La vue resta faible. Louis s'était aussi notablement détérioré. Bien plus difficile fut l'état psychique. 11 ans dans l'isolement firent leur œuvre. Les médecins notèrent de la désorientation, une anxiété constante et des difficultés de communication. Les tentatives de parler du passé provoquaient chez elle une tension extrême, et c'est pourquoi la majeure partie de la thérapie fut dirigée non pas sur les souvenirs, mais sur la stabilisation du présent. Pendant 1 an, Maria se trouva dans un centre de réhabilitation sous surveillance 24 heures sur 24. Sa vie ultérieure se passa déjà dans un établissement spécialisé, et les dépenses pour son entretien furent couvertes par la vente des biens du fils. La maison sur la Rua das Camélias fut par décision du tribunal mise aux enchères. Le bâtiment fut racheté par une famille d'un autre quartier, mais personne n'y resta longtemps. Les habitants locaux racontèrent que le nouveau propriétaire y vécut moins d'1 an et vendit le terrain à nouveau. Pour beaucoup de voisins, cette maison resta à jamais le lieu où se cachait une tragédie. La collection d'orchidées reçut un destin particulier. Elle fut saisie et partiellement vendue aux enchères. Les variétés rares se dispersèrent parmi les collectionneurs et les jardins botaniques. L'argent fut dirigé vers le fonds, assurant les soins pour Maria. L'ironie résidait dans le fait que c'est précisément la passion pour ces fleurs, devenue le centre de toute l'histoire, se transforma finalement en source de son entretien après la libération. La voisine qui fit l'appel à la police refusa les commentaires publics. Lors des interrogatoires, elle parlait du fait qu'elle ressentait longtemps la culpabilité de ne pas s'être adressée plus tôt. Pour la presse, elle resta inaccessible. Sa maison se dressait toujours dans les mêmes hortensias, et les portes étaient toujours hermétiquement fermées. La rue Rua das Camélias changea. Extérieurement, tout y restait pareil. Des maisons soignées, des fleurs aux portes, le silence. Mais pour ceux qui vivaient à côté, ce silence ne se percevait déjà plus de la même façon. Il devint un rappel du fait que derrière les façades les mieux entretenues peut se cacher une histoire qui pendant des années reste inaperçue